Bonjour à tous et merci de nous retrouver. Merci à nos amis des papilles auditives qui me cèdent de l'antenne à l'instant. L'émission à l'écoute est Accent du Sud. Il est midi passé de quelques poussières de secondes. Accent du Sud, vous le savez, est une émission qui se propose de donner la parole aux acteurs du Sud, présents ou de passage dans notre belle ville de Montréal. Il peut également arriver que je cède le micro à des acteurs du Nord, des acteurs qui auraient quelque chose de pertinent à dire sur les enjeux du Sud. J'ai parlé de jeu, mais le jeu est haïssable parce que je suis dans ce studio toujours avec ma très chère fidèle Carmen Manga. Bonjour Carmen. Bonjour William, bonjour tout le monde. C'est vrai qu'aujourd'hui ça va être un peu compliqué nos échanges parce que nous partageons le même micro. Parce que le studio est plein à craquer. Plein à craquer parce que aujourd'hui je reçois Aaron Matala et Christian Lima Ngaba qui sont des activistes congolais. J'espère que vous êtes des activistes, hein. Peut-être vous avez d'autres choses. Bonjour Aaron. Bonjour monsieur William, bonjour Carmen. Bonjour Christian. Bonjour. Vous pouvez vous rapprocher le plus possible du micro, le plus possible. Donc n'ayez vraiment pas peur. Ça ne prend pas de pile, c'est connecté sur le secteur. Alors, Christian Lima Ngaba et Aaron Matala, vous êtes des activistes ou bien vous avez autre chose à faire quand même dans votre vie? Oui, merci beaucoup pour la parole que vous nous accordez à cette heure. Je pense bien que nous sommes des activistes, nous sommes également des étudiants, nous sommes d'abord au départ des Congolais et j'aimerais aussi dire que nous sommes des humains. Des humains. C'est très important. Oui, parce qu'aujourd'hui, nous parlons de la situation à l'est de la République démocratique du Congo. Comme vous savez, l'est de la République du Congo est en proie à un conflit qui dure depuis plusieurs années, mais qui connaît une recrudescence depuis 2 ou 3 ans. Et aujourd'hui, la situation est telle que les autorités congolaises ont pris d'importantes positions contre la République du Rwanda et les étudiants congolais se sont prononcés, se sont levés à peu près dans la plupart des capitales occidentales et donc ici à Montréal aussi. La dernière manifestation en date, c'était le 24 février ici à Montréal et nous en parlerons avec Aaron Matala et Christian Lima. On va faire un entretien vraiment pour comprendre le fond de ce qui s'est passé, de ce que vous avez fait ici à Montréal. Mais de prime abord, je me tourne vers Christian. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à vous dire, OK, là, on met les études de côté et on va prendre d'assaut les rues et crier notre colère? Et en fait, moi je dirais tout d'abord parce qu'on est humain. Imaginez-vous, et vous êtes là, on est en train de massacrer ou de violer votre maman ou votre sœur. En tant qu'humain, comment vous allez digérer ou comment vous serrez sur votre peau en fait. D'abord, en tant qu'humain, c'est pourquoi on a pris la décision de descendre et puis de dire non à cette injustice d'abord. Et parce qu'on voit à titre d'exemple en Ukraine et tout, et le Canada et la France et autres pays, on parle et tout, se mobilisent pour dire non et à la guerre. Et c'est pourquoi nous, en tant que jeunes Congolais, on s'est dit non, on doit descendre sur la rue, manifester pacifiquement et donc c'est ça. Accent du Sud, nous parlerons de tous ces sujets que vous avez évoqués assez rapidement tout au long de cette heure d'émission. Mais Accent du Sud, c'est également de la musique, de la très bonne musique originaire de tout le Sud. Aujourd'hui, le Congo, la RDC à l'honneur. Alors, Carmen, qu'est-ce que nous écoutons aujourd'hui? Alors aujourd'hui, les chansons sont principalement faites par des artistes congolais. Il y en a certains qui sont très connus, d'autres moins. Il y en a une qui est faite par une chanteuse haïtienne, mais 2 de ces chansons-là sont principalement faites pour reverser des fonds pour les associations qui aident les personnes au Congo, c'est-à-dire à évacuer la zone, donner des vêtements, tout ce qui est humanitaire en fait. Donc pour les chansons, on a la chanson Kombo Mabé, qui est une chanson d'une artiste qui s'appelle La Grâce, qui est très trendy sur TikTok. On a la chanson Kin Label de Damso. Je pense que tout le monde connaît un peu Damso, il est congolais et il parle énormément de la situation, que ce soit dans les interviews ou dans la vie de tous les jours. Il y a la chanson de Bramsito qui s'appelle Goma. Elle n'est pas encore sortie pour l'instant, mais on a quand même des extraits qui circulent sur les plateformes. Elle devrait sortir d'ici peu, mais on va commencer par la chanson Abusing Me, qui est la chanson faite par Yana the Artist, qui est une chanteuse haïtienne.
Vous êtes sur la CISM 89.3 FM. L'émission à l'écoute est Accent du Sud. Carmen Manga et moi-même accueillons Aaron Matala et Christian Lima Ngaba pour parler de la situation à l'est de la République démocratique du Congo. Je suis Julien Baïha. Bienvenue. I feel like you're abusing me. All of those lies get into my head. Lo and behold, you were using me. If I'm being honest, to stay for the head. If I'm being honest, 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 honest. If I'm being honest and honest, 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 honest. Turn around. Does she break your stupid heart the way you've done me? What goes around comes around. You'll see. Are you second best to the man in her head? She shows no remorse, so you cannot repent. Golden years lost, but not well spent. And yet, I feel like you're abusing me. All of those lies get into my head. Lo and behold, you were using me. If I'm being honest, to stay for the head. If I'm being honest, 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 honest. If I'm being honest and honest, honest, honest. Vous êtes toujours sur la CISM 89.3 FM en ma compagnie, celle de William et de nos deux invités. Et vous venez d'écouter la chanson de Yana the Artist, Abusing Me. Nous sommes toujours dans ce studio avec Aaron Matala et Christian Lima Ngaba pour parler de la situation à l'est de la République démocratique du Congo. Le 24 février dernier, des étudiants et des jeunes Congolais vivant à Montréal ont décidé de manifester dans la ville pour protester contre la situation qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Et dans le cortège, il y avait Aaron et Christian. Ils sont venus parler de la situation aujourd'hui. Alors, je vais me tourner vers vous, Aaron. Quel était le message que vous portiez ce jour-là? C'était un samedi. Ok, merci une fois de plus pour la parole. Au fait, le samedi, on a porté plusieurs messages, mais le principal, c'était d'abord de démontrer, exprimer notre indignation face au silence de la communauté internationale, parce que nous avons remarqué que la communauté internationale est active quand il s'agit de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. La communauté internationale réagit et le Canada réagit. Nous avons vu le Premier ministre passer à la télé faire des interviews, démontrant son soutien aux Ukrainiens. Et nous avons remarqué quand il s'agit de la guerre entre l'Israël et le Hamas, la communauté internationale parle, elle s'exprime, elle apporte l'appui logistique. Mais quand il s'agit de la guerre en RDC, elle est indifférente, elle reste silencieuse. Et cela génère des questionnements pour se dire, mais que représente la vie d'un Congolais? Est-ce qu'on est tous humains? C'est pour cela, dans ma présentation, je me suis dit, je suis humain, parce que tout humain ne peut pas rester indifférent à une situation de génocide, de massacre, de viols à perpétuité à l'est de la République démocratique du Congo. C'est pour cela, c'était ça le message principal, dire non au silence de la communauté internationale. Et donc, ce message a été aussi accompagné de messages subsidiaires, messages secondaires, ou c'était un message, là je suis en train de parler avec Christian, est-ce que c'est un message qui a été un message qui a effacé d'autres? Est-ce qu'il y en avait d'autres déjà? On va insister vraiment sur ce premier message. Je crois que c'est le fond de l'ensemble de l'émission aujourd'hui. Mais est-ce qu'il y avait d'autres messages qui méritent quand même d'être soulignés, Christian? Mais aussi, moi, je m'aimerais dire, parce que vivant au Canada, et précisément à Montréal, on voit à la radio, à la télévision, on en parle de ce qui se passe en Ukraine et dans d'autres pays. Mais au Congo, on n'en parle pas. Et d'ailleurs, je souligne qu'on était sur le terrain et tout en train de manifester, il y a pas mal de gens qui s'est posé des questions, mais c'est quoi? Vous voyez? Donc, des gens, et c'était en fait une occasion pour nous aussi de faire savoir au monde ce qui se passe au Congo en fait. Vous voyez, donc nos téléphones qu'on utilise, il y a certaines personnes qui ignorent
Et une grande partie des minerais qu'on utilise, le téléphone, viennent du Congo. Vous voyez? Mais Donc, je rebondis rapidement parce que c'est vraiment important de clarifier la situation. Qu'est-ce qui se passe au Congo? il y a massacre et viol. Je vous donne un exemple. Moi, il y a ma grand-mère et paix à son âme qui vient de décéder le 11 décembre 2023. Ma grand-mère a quitté l'Est. L'Est à cause de ce qui se passe à l'Est du Congo et tout, donc des guerres et tout. Elle a quitté pour s'installer à Kinshasa. Et depuis qu'elle a quitté, ça date plus de 50 ans. Vous voyez? Donc, le problème là, ça date très, très, très longtemps. Et puis, depuis plus de 50 ans, elle n'a plus de contact avec ses frères, ses membres de famille. Et jusqu'à son décès. On ne connaît pas sa famille en fait. Vous voyez, tout ça, c'est à cause de la guerre et tout. Ouais, c'est... Alors, j'ai vu que le cortège avait ciblé un certain nombre de lieux stratégiques. Ce n'était pas juste une manifestation comme ça. C'était une marche qui a ciblé certains lieux. Quels étaient ces lieux et pourquoi ces lieux-là? Oui, effectivement, je vais revenir rapidement sur ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Comme vous le savez tous, c'est une guerre commerciale. Parce qu'on ne peut pas imaginer là où il y a la guerre, il y a toutes les grandes entreprises du monde qui extraient de minerais pour combler ou soit pour alimenter l'industrie électronique. C'est ça la vraie question qu'on se pose, c'est qu'ils utilisent les rebelles, ils utilisent des terroristes pour semer la terreur, chasser la population et prendre les terres parce qu'il y a le sous-sol qui est très riche. Alors, ils en profitent. Tout le monde sait que 80% de réserves des coltans qu'on utilise dans l'industrie électronique se trouvent à l'est de la République démocratique du Congo. Alors, nous avons ciblé d'abord Apple. C'est la grande entreprise qui est bénéficiaire parce que vous serez d'accord avec moi, nous avons suivi beaucoup de documentaires où Apple n'est pas en mesure de nous expliquer sa politique d'acquisition des matières premières. Parce que ce sont des matières premières qui sont acquises à partir du sang. Il y a des enfants qui ont abandonné l'école, on les a imposés à travailler dans des mines. Il y a des femmes qui sont violentées parce que l'unique péché qu'ils ont commis, c'est d'habiter sur des terres riches. Alors il faut semer la terreur, il faut les violer pour qu'ils laissent la place afin que les terreurs ou soit les rebelles puissent prendre maintenant possession de ces terres et que ces industries et que ces grandes multinationales viennent maintenant pour extraire le minerai. Alors nous avons ciblé Apple, nous avons ciblé la France parce que vous savez, le Congo, c'est le grand pays francophone au monde en termes démographiques. Alors la France a beaucoup de choses qu'il a comme coopération avec la République démocratique du Congo. Et vous savez que la France siège au Conseil de sécurité de l'ONU. Alors que la France, je peux vous dire qu'aujourd'hui, la francophonie est dirigée par un pays bilingue. Et vous vous imaginez, la RDC est là. Alors la France ne dit aucun mot. Un pays bilingue, c'est-à-dire le Rwanda? Le Rwanda qui parle français, qui parle anglais. Alors qu'en termes de démographie, ne représente rien devant la République démocratique du Congo. Alors, on comprend réellement que le Rwanda, c'est un pays receleur, utilisé par ces grandes entreprises parce qu'ils divisent les frontières avec le Congo. Ils ont la facilité de pénétrer l'est de la République démocratique du Congo. Nous avons également ciblé l'ambassade ou soit les consulats des États-Unis ici à Montréal parce qu'au Congo, il y a la MONUSCO, c'est-à-dire la mission onusienne en RDC, qui a plus de 25 ans, alors que l'objectif de cette mission, c'était de mettre fin aux hostilités et promouvoir la paix. Mais jusqu'à ce jour, il n'y a pas de paix, ce qui veut dire qu'ils ont foiré à leur mission, ils doivent quitter le pays, mais ils ne quittent pas. Et nous savons tous que Apple, c'est les États-Unis, c'est une multinationale américaine, elle est là, donc on comprend le jeu. Et par après, on s'est dit, ils doivent faire quelque chose. Parce que quand il s'agit de guerres en Europe, dans d'autres pays, ils n'appellent personne au dialogue, ils apportent les soutiens. Mais comment ils peuvent demander aux Congolais de dialoguer avec les terroristes qui violent, qui tuent? Et ça, c'est inacceptable. C'est pour cela que nous avons ciblé ces 3 places. Et les États-Unis, il y a une semaine environ, au moment où j'enregistre cette émission, ont pour la première fois, dans tous les cas, au cours des dernières années, pointé directement la responsabilité du Rwanda dans le soutien du mouvement rebelle M23. Alors, la parole est à qui veut la prendre pour nous expliquer déjà ce que c'est que le mouvement M23, qui est en réalité le mouvement rebelle qui sème la terreur, il faut le dire ainsi, à l'est de la République démocratique du Congo. Christian, peut-être? Moi, je dirais, tout d'abord, j'aimerais faire marche en arrière pour souligner ce que M. Aron vient de dire.
au sujet de minerais et tout. Souvent, nos minerais qui sont exploités de manière illégale avec le marché noir et notre pays ne tire aucun profit. Vous voyez? Donc la M23, c'est un mouvement qui date depuis l'entrée de FDLR et tout ça et tout. C'était le 23 mars. 2009, je crois. Ouais. Depuis c'était le 23 mars et c'est comme dénommé M23 et tout. Mais le problème, c'est pas seulement le M23. Il y a aussi des problèmes ethniques. Dans le Rwanda, se cache derrière tout ça. À titre d'exemple, je vous parle de Banyamulenge. Il y a des problèmes ethniques qui se passent là-bas et le Rwanda, se cache derrière tout ça. Vous voyez? Je fais une parenthèse pour que les gens comprennent. Les Banyamulenge, ce sont des Tutsis d'origine rwandaise qui ont quitté le Rwanda dans les années 70, qui sont arrivés en RDC, qui se sont installés et qui sont instrumentalisés par le régime rwandais dans des sortes de conflits tribaux à l'est de la République démocratique du Congo. Exactement. Donc, vous voyez, avec des problèmes là, ethniques et tout, le Rwanda se cache derrière tout ça. Vous voyez, il n'y a pas seulement le M23 comme je venais de dire, il y a beaucoup de groupes rébellions. Beaucoup. Et le Rwandais, là, derrière, est en train de manipuler, comme toujours, en fait. Oui, moi, j'aimerais d'abord condamner l'hypocrisie des États-Unis, parce que vous savez, quand il s'agit d'autres pays, il n'y a pas seulement la condamnation, mais il y a aussi des sanctions. Parce qu'il faut passer par les sanctions pour, pour ne pas laisser ces gens prendre encore une fois de plus place dans des rébellions. Vous savez, si nous prenons par exemple le cas des Rwandais, et quand ils ont mis fin au génocide, parce qu'il y avait le tribunal international qui a été instauré à Arusha, et c'est ce qui a démotivé tous ceux qui faisaient ces actes de criminalité. Mais aujourd'hui, je vais vous dire que les États-Unis ne peuvent pas seulement condamner parce qu'ils ont dans leurs tiroirs, dans les couloirs de leurs bureaux, ce qu'on appelle les rapports mapping, qui a été élaboré, rédigé par les experts américains de l'ONU et qui ont reconnu la présence des troupes rwandaises sur les sols congolais. Alors, qu'est-ce qui manque pour appliquer ces rapports? On va parler des enjeux de ce conflit, de long en large vers la fin de l'émission, parce qu'il y a des dimensions encore plus intéressantes. Et puis maintenant, nous sommes dans un pays qu'on appelle le Canada. Nous sommes à l'intérieur de la province du Québec, le Québec lui-même entretient souvent des relations, on parlait tout à l'heure de la francophonie, entretient souvent des relations diplomatiques en tant que province avec des pays dans le cadre de la francophonie. Et on a le Canada en entier qui lui-même est un grand pays qui repose également sur une économie minière. Est-ce qu'il y a un message qui a été adressé au gouvernement canadien, par exemple? Oui, nous avons adressé le message au gouvernement canadien parce que vous savez, je peux même prendre juste un petit virement rapidement en ce qui concerne le sport. Vous savez, l'année passée, en 2023, nous avons organisé la Coupe de la francophonie en République démocratique du Congo. Il y avait les Canadiens. Ils étaient là sur notre sol, ils ont vu cette fraternité, la réceptivité qu'il y avait du côté des Congolais. Donc nous avons déjà beaucoup de choses en commun, à part la langue française, surtout avec le Québec. Donc nous voulons les interpeller, ils doivent dire un mot, parce qu'ils siègent aussi au Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc ils peuvent initier des sanctions contre le pays qui donne lieu à ces rebelles, qui viennent mettre les vies des gens en danger. Parce que vous savez, il y a une résolution 2717 de l'ONU, qui condamne réellement et qui dit que tout être humain a droit à la vie, tout être humain a droit de bénéficier ce qui lui revient des droits. Alors, c'est ce que nous ne remarquons pas dans notre pays. Alors, les pays comme le Canada, ils ont l'influence au niveau international. Tout ce qu'ils peuvent dire, peu importe les condamnations, mais nous devons aussi sentir leur soutien. Parce que quand il s'agit de soutenir l'Ukraine, ils le font ouvertement sur des médias et tout le monde écoute. Mais pourquoi pas les Congos? Pourquoi ils restent muets, ils restent silencieux? C'est ça le grand problème. Et moi personnellement, je me pose la question, genre, la vie de peuple ukrainien vaut que la vie des Congolais. Oui, parce qu'on voit M. Trudeau en train de... Il s'implique totalement. Et il y a pas longtemps, j'ai suivi son interview et il a comme souligné un mot en disant genre, M. Poutine était un monstre. Oui, donc on montre vraiment qu'il s'implique totalement et tout. Mais en ce qui concerne le Congo, on s'est dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Dans 20 ans, 10 ans, je ne sais pas moi, on aura besoin tous de voitures électriques et tout et tout. Mais la solution, c'est au Congo. Parce que nous en avons la matière en fait. Et ce qui nous fait mal et tout, on a l'impression c'est comme si l'Occident
et s'est réjoui de voir tout ce qui se passe comme guerre et tout, viol et tout, de nos mamans, jeunes filles, tout ça. Vous voyez? Donc, le problème, c'est vraiment compliqué. À titre d'exemple, il y a eu plusieurs résolutions qui ont été adoptées par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Mais sur le terrain, il n'y a rien. On en parlait à plusieurs fois, mais il n'y a rien sur le terrain. Et même l'hypocrisie, en fait. Ouais. Oui, juste un autre détail. Oui, un autre détail rapidement, parce que vous avez posé la question de savoir pourquoi on a choisi Montréal. Tu sais, l'année passée, il y a eu une grande rencontre ici en matière de réchauffement climatique. Tout à fait. Ils ont appelé la RDC Pays Solution. Et c'est tout le monde qui a chanté ces slogans. RDC Pays Solution. Mais quand il faut parler de la RDC comme étant victime d'un génocide, là, ces slogans, personne ne peut le parler. Personne ne peut le chanter, personne ne peut le citer. C'est ça le problème. Jeune Africain devenu riche. Jeune Africain devenu riche. J'ai quitté le pays sans papier. Deuxième album, deuxième disque. La pression, le soutien du quartier. Des doutes. J'hésite à faire du sale ou bien chanter. Mais je dois tuer le rap français. Mettre le MC en danger. Les viols de la guerre, je m'en doute, t'ont fait du mal abondamment. Donald et toute la troupe n'ont rien à battre évidemment. Seul face au monde entier, personne sur qui compter. Je t'ai vu pleurer face au ciel noir. Oh Kin, la belle, tu ne sais pas combien je t'aime. RDC ma patrie mais je n'aime. Pour toi je suis resté le même. Ce qu'ils te font me fait beaucoup de peine. Jusqu'à ta mort il faut pas que tu les craignes. Jusqu'à la chair et ceux qui tiennent les rênes. Quand ta rumba je déploie mes ailes. Oh Kin, la belle. Oh Kin, la belle. Oh Kin, la belle. Tu ne sais pas combien je t'aime. Oh Kin, la belle. Oh Kin, la belle. Oh Kin, la belle. Pour toi je suis resté le même. Oh Kin, la belle. Je roule un spliff au calme. Toujours dans le texte à faire du sale. Je suis là, je fais de la maille. J'avais au bled dans le médical. Crois pas que ça va aller. Tant que la calage n'a pas parlé. Je demande pas de faire la guerre, juste de ne pas donner ton tarpé. Tac ton soutien-gorge pour ça le soutien. T'inquiète pas, bientôt je reviens. Dame sauce de vie, capitale 9 de I, y'a du nord si t'as besoin. L'Occident me notait tes dirigeants, je trouvais Patrice plus intelligent. Ton peuple est le plus grand des médisants, sans trait de pas préfère division. Jamais tu ne vas tomber, même face au monde entier. Je vais batailler, tailler jusqu'à dailler. Oh, Kin, la belle, tu ne sais pas combien je t'aime. Vous êtes toujours sur la CISM 89.3 FM et vous venez d'écouter la chanson Kin, la belle de Damso. Toujours dans ce studio avec Aaron Matala et Christian Lima Ngaba pour parler de la situation à l'est de la République démocratique du Congo. Une situation triste de conflits et de meurtres. Il faut dire les mots tels qu'ils sont. Et avec eux, nous avons commencé à discuter donc, de la mobilisation qui s'est tenue ici au Canada, à Montréal, le 24 février dernier. Nous avons rapidement évoqué la situation sur le terrain, mais je voudrais maintenant, Christian, parce que tu as évoqué une situation familiale assez douloureuse qui remonte tout simplement à décembre dernier. Je voudrais qu'on se dise quelque chose maintenant sur la situation sur le terrain. À Goma et dans l'est de la République démocratique du Congo, où le mouvement du M23, mais j'entends également qu'il y en a d'autres, menace des agglomérations, menace des campagnes. Quelle est l'intensité, en fait, on peut dire, du conflit? En un mot, ce que je peux répondre, c'est le Rwanda. En un mot, c'est le Rwanda. Parce qu'entre nous, Congolais, on ne peut pas comme se tuer ou se faire du mal par rapport à ce que nous avons comme ressources et minières et tout. Non, le problème, c'est le Rwanda. Et il y a pas mal de choses à développer là-dessus. Bon. Aaron, je reviendrai sur Christian. Je sens qu'il en a vraiment... Il est vraiment touché par cette situation, comme je pense que la plupart d'entre nous, dans cette histoire, qui est une histoire humaine extrêmement difficile. Alors, moi, je voudrais d'abord qu'on soulève ou bien qu'on lève un lièvre rapidement pour l'évacuer.
quand on dit qu'il y a conflit en RDC, quand on arrive à Kinshasa, on n'a pas toujours l'impression. Donc, quand on dit l'Est de la RDC, on parle de quoi globalement? Oui, merci beaucoup. Vous savez, dans ces coins-là, les enjeux sont énormes. Quand on parle de la partie Est de la RDC, on considère principalement les deux provinces du Nord Kivu et Sud Kivu. Alors, des fois, il y a aussi une petite partie de la province orientale. Là, on parle de Ituri et consorts. Donc, des fois, on descend même vers une petite partie de Maniema. Mais le point focal, c'est les deux provinces, Nord Kivu et Sud Kivu. Donc, les enjeux commerciaux sont énormes. Parce que là, comme venait de le dire Christian, moi, je suis vraiment du centre, originaire du centre, vers le Kasaï. Christian a été déjà touché parce qu'une partie de sa famille reste à l'est du pays. C'est pour cela que vous sentez qu'il est vraiment sur les chocs. Alors, vous comprenez que la situation humanitaire dans ce pays-là, c'est déplorable. Il y a plus de 7 millions de déplacés internes, vous vous imaginez, les gens qui abandonnent leur habitation pour aller... 7 millions. Oui, 7 millions pour aller chercher où mettre la tête. Il y a même des images qui choquent. Alors, vous savez, Che Guevara disait, si vous voulez attaquer l'ennemi, il faut préparer 10 balles. 9 balles pour l'infiltré, le traître qui est à l'interne, et 1 balle pour l'ennemi qui vient de l'extérieur. Parce que celui qui est à l'extérieur ne peut pas facilement comprendre le méandre de l'intérieur. Il se fait toujours des coalitions avec des traîtres qui sont là pour livrer les informations. Donc, c'est tous ces enjeux qui font que la situation soit telle qu'elle est là. Mais j'en profite également, peut-être on va y arriver, pour dire à notre gouvernement, vous savez, le gouvernement a une grande responsabilité en termes de prise de décision. Et nous comprenons bien que ce qui est là, ce sont des enjeux, des intérêts. Alors, on doit vraiment battre très fort, ou soit prendre des mesures, ou soit des décisions pour mettre les intérêts de la communauté internationale en danger. Là, vous allez sentir qu'ils vont agir. On va revenir sur ces enjeux-là. Pour le moment, parlons des populations, Christian. Je sais, il y a des familles, il y a des personnes, il y a des mamans, il y a des frères qui vivent là-bas. Comment les populations, justement, vivent-elles quand elles vivent dans ces deux provinces et demie? On a parlé du Nord Kivu, du Sud Kivu et un peu la province orientale avec la zone de l'Ituri, qui aujourd'hui, quand on en parle et quand on écoute l'information internationale, Ituri, ça sonne toujours la guerre. Alors, comment on vit dans ces zones-là, ces zones de guerre permanente depuis des décennies? Moi, je dirais ils vivent dans l'insécurité totale parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce qui peut arriver dans 30 secondes, 1 minute. Ils ne savent pas, en fait. Non, c'est dans l'insécurité totale, excusez-moi. Et d'autre part, je dirais, par rapport à ce qu'il vient de dire mon frère avant, il a énuméré un point là au sujet de l'ennemi qui est dedans et tout ça. Moi, je dirais notre gouvernement et ce qui est notre armée également a aussi un grand rôle à jouer, excusez-moi, là-dedans. Pourquoi? Parce qu'on a entendu, il y a pas mal d'infiltrations qui se sont déroulées. Il y a certains militaires haut gradés au sein de l'armée qui étaient de Rwandais. Vous voyez, c'est tellement compliqué. Puis ce qui s'est passé à l'entrée de Laurent Désiré Kabila, vous voyez, tout ça, l'ancien président. Tout ça, ça fait partie du problème. Et je dirais même, tout ça aussi, c'est comme quelque chose qui a comme empiré la situation, vous voyez. Parce qu'il y a eu des accords, en fait. Et ils voulaient comme dégager Mobutu pour rentrer. Et puis, il y a eu des accords, en fait. Et il y a certains groupes de rébellion qui réclament ça jusqu'à présent. Tout ça, ils font partie, même de politiciens. Il y a ceux-là qui collaborent et tout, des généraux, en fait. Il y a pas mal de l'infiltration là-dedans, en fait. La situation est vraiment inextricable. Je ne veux vraiment pas froisser des susceptibilités, mais il faudrait peut-être dire des choses comme elles sont là. On a commencé à parler tout à l'heure de la situation en Ukraine, en Palestine. Est-ce que c'est aussi grave que ce qu'on voit à la télé? Parce que l'autre point, c'est que nous sommes dans un monde avec des médias où on voit des choses se passer en Ukraine. On voit, par exemple, hier, il y a eu des bombardements en Palestine. Mais sur le Congo, on ne voit rien. On a commencé à en parler tout à l'heure. Mais est-ce que c'est aussi grave que ça? Merci beaucoup de souligner ces points parce que, vous savez, nous avons déploré le silence de la communauté internationale. C'est parce que le génocide au Congo est négligé. Et je vais même vous donner un exemple. Vous avez suivi la CAN. Et quand nous avons joué notre match de la demi-finale, tous les supporters de la RDC, ils étaient là au terrain.
ils ont amené des banderoles où il y avait des messages. Et ils ont même fait le signe qui montre réellement qu'on nous tue, personne ne parle. Et je peux vous dire que ceux qui étaient en train de faire le reportage, ils n'ont pas filmé. Jusqu'à la fin du match, ils n'ont pas filmé. Donc c'est pour dire qu'il y a des images, c'est pire encore que ce qui se passe. Oui, parce que vous savez qu'il y a plus de 15 millions de morts depuis que ce génocide a commencé et personne n'en parle parce qu'il y a des enjeux économiques. Et si je vous montre les images, je pense qu'étant humain, vous n'allez pas supporter. C'est pire que ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine, c'est pire que ce qui se passe en Palestine, en Israël. Et personne n'en parle parce qu'ils savent bien que quand ça sera vu aux yeux et au su de tous, vous allez vous rendre compte qu'il y aura des réactions. Et c'est pour cela même que quand nous avons marché, nous avons même amené des photos. Et les gens regardaient et n'ont pas pu supporter. Il y a des choses, je peux vous dire quelque chose qui va vous choquer, je ne sais pas si vous êtes parents. Vous vous imaginez une maman qui transportait sa fille, elle a eu une balle perdue, elle est tombée, et la fille innocente qu'elle était, et elle est allée chercher le sein de sa maman, alors qu'elle était en train d'être allaitée par un cadavre sans le savoir. Elle était là, vous vous imaginez ça? Et vous êtes là devant, et on vous oblige de coucher avec votre mère, avec votre sœur, et on est en train de violenter un bébé de 6 mois. Et personne ne veut parler de ça. On ne veut pas montrer les images, parce qu'ils savent bien que les tueurs de ficelles est connu. C'est difficile. Ce type d'image-là, vraiment, c'est compliqué. Ce que je suis en train de voir actuellement dans le studio, c'est la radio, vraiment. Ce qui se passe à l'est de la RDC, c'est quelque chose d'assez compliqué. Et j'ai vraiment pris le temps de recevoir Aaron et Christian, qui sont des frères, parce que moi, je ne suis pas congolais, mais je n'ai pas pu être là samedi dernier. Parce que quelqu'un qui a une petite conscience et qui prend le temps de s'informer un peu sur ce qui se passe à la frontière, notamment avec le Rwanda, mais également avec l'Ouganda, parce que ça, c'est une autre situation qui n'est pas toujours évoquée, ne peut pas rester de marbre. Et je disais tout à l'heure que je ne veux pas froisser des gens, mais il y a eu une information qui est sortie dans la presse canadienne ici, c'est-à-dire Radio-Canada et dans d'autres journaux, où il y a un gendarme, c'est-à-dire un agent de la gendarmerie royale du Canada, d'origine rwandaise, qui a été soupçonné d'espionnage ici au Canada et qui espionnait notamment des rebelles rwandais, mais aussi des activistes congolais, c'est-à-dire des gens comme vous. Alors, la question que je voudrais poser, c'est est-ce que vous avez des contacts d'un premier point avec les associations rwandaises, de n'importe quel bord, là? Parce qu'à l'intérieur du Rwanda, ce n'est pas une manière de dire que les Rwandais sont contre les Congolais, mais à l'intérieur du Rwanda, il y a des associations aussi qui sont contre ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo, mais également des associations et des groupes qui sont affiliés aux intérêts dont on est en train de parler. Est-ce que vous avez des contacts avec des associations rwandaises ou des officiels rwandais ici au Canada? Merci beaucoup pour cette question. C'est une question très importante. J'aimerais vous signaler que si vous arrivez à l'est du pays, de la RDC, pour voir les frontières qui séparent le Rwanda et le Congo, mais vous allez vous dire que ce ne sont pas des frontières. Parce que les gens travaillent au Congo, mais ils habitent au Rwanda. D'autres travaillent au Rwanda, mais ils habitent au Congo. Réellement, il n'y a aucun problème entre la population congolaise et la population rwandaise. Ce que nous déplorons ici, c'est le système qui a été implanté par le dictateur, le génocidaire, le président Paul Kagame. Donc, c'est lui le problème. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Nos frères rwandais souffrent sous la dictature. Et c'est pour cela que vous allez remarquer qu'au Rwanda, il n'y a pas d'opposition. Tous nos frères rwandais, ces associations, des fois, ils restent muettes parce qu'ils doivent se cacher. Ils ont implanté un système qui est en train d'espionner et les activistes et la population rwandaise et les opposants, tout le monde qui lève sa voix pour dénoncer tout ce qui est en train de se passer avec ce régime dictatorial implanté au Rwanda. Il est soit éliminé, il est soit mis dans une situation qui ne peut rien dire. Et vous allez être d'accord avec moi qu'il n'y a pas 2 ans, nous avons tous suivi ici, qu'il y avait une étudiante, parce que c'est ça le système qui a été implanté par Paul Kagame. Il donne des bourses aux étudiants pour venir espionner d'autres personnes ici, d'autres peuples rwandais. Vous avez vu une dame qui a été arrêtée par le service d'immigration Canada parce qu'elle était venue comme boursière, mais elle se rend compte que ce n'était pas une bourse, c'était une mission d'espionner d'autres frères rwandais qui se lèvent contre le régime de Kagame. Donc c'est pour vous dire tout simplement que nous, avec la population rwandaise, nous n'avons aucun problème. Leurs associations, des fois, ils sont plus dans des associations culturelles parce que l'activisme, ils ont complètement peur de tout ce qui peut arriver à n'importe quel moment. Vous vous imaginez un diplomate qui est assassiné. Nous avons les cas des diplomates rwandais qui étaient assassinés en Afrique du Sud, au Kenya. Vous connaissez bien l'histoire de la pauvre dame, l'épouse du ministre des Transports rwandais qui a été assassinée. Elle est ici au Canada. Alors, vous vous imaginez le petit peuple, ils ne vont pas prendre les risques. Donc, c'est pour dire tout simplement qu'on est là. S'il y a
lieu de faire contact, on peut le faire. Et nous savons qu'ils ont la peur de se prononcer. Mais nous en avons marre. Parce que de notre côté, il y a plus de victimes. Donc nous sommes prêts qu'on nous espionne, qu'on nous attaque. Mais du moins, nous serons au moins conscients que nous avons quand même défendu la cause humaine. Christian? Et d'ailleurs, et par rapport à ce qu'il vient de dire, je m'aimerais passer vite fait. Et il y a eu un activiste et chanteur rwandais au nom de Kizito Mihigo qui a été assassiné parce qu'il a chanté pour la paix au Congo par rapport à ce qui s'est passé à l'est du Congo. Le monsieur a été assassiné par le régime rwandais. Ouais. Congo, première fois que tu m'as entendu, c'était chez Media. Je suis Benia, Benia, Benia. Ah, c'est donc ça la vie, ils ont fait d'un enfer notre paradis. Ce qu'ils veulent, c'est piller nos ressources, tout ça pour recharger leur batterie. Ils savent nos paroles valent de l'or, donc ils veulent nous faire taire comme Kadhafi. J'ai les mains en l'air comme Chancel, la justice de Dieu comme seule appui. Ma bocolicolo, je crierai ma bocolicolo. Dans l'écho lointain, résonne la voix du Congo. Batumigi Bazokoufa, ils regardent sans dire un mot. Les femmes portent des problèmes et leurs enfants sur le dos. Des rivières de larmes, les médias sont sans état d'âme. Je mets toute ma peine dans le son, y a trop de sang sur le macadam. Des rivières de larmes, les médias sont sans état d'âme. Je mets toute ma peine dans le son, y a trop de sang sur le macadam. Yeah. Je suis Benia, 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 Benia. Ta richesse a beauté les sites de Benia, Goma, Goma. Dans le poids des jours, le ciel s'assombrit, je suis fatigué. Ils ont créé la peur, sorti les armes, ils ont tiré. À mon doux, la guitare et les bruits de ballons cohabité. Se déplacent de ville en ville, on cherche la paix même quand il pleut. Des enfants sont armés, tous leurs rêves sont déchirés. Ici des destins sont brisés, ici des femmes sont abusées. Et j'oublierai jamais, jamais, non. Et j'oublierai jamais, jamais. Vous êtes toujours sur la CISM 89.3 FM en ma compagnie, celle de William et de nos deux invités. Vous venez d'écouter la chanson Goma de Bram Sito. Accent du Sud avec Aaron Matala et Christian Limangaba. Nous parlons de la situation de conflit à l'est de la République démocratique du Congo et nous sommes en train de comprendre que ce n'est pas de vulgaires conflits tribaux parce que quand ça se passe en Afrique en général, on a tendance à renvoyer ça à des guerres tribales, à des affrontements entre peuplades. Mais on se rend bien compte qu'il y a des enjeux géopolitiques et géoéconomiques très importants. Alors, nous allons parler justement de ces enjeux maintenant qu'on a d'ailleurs commencé à évoquer depuis le début de cette émission. Avec toi, je vais me retourner vers toi, Aaron. Je reviendrai vers Christian tout à l'heure. On s'est rendu compte au cours de ce début d'année que la quasi-totalité des acteurs internationaux, mais les Nations Unies l'avaient déjà dit à plusieurs reprises dans des rapports et les États-Unis l'ont reconnu après une manifestation très importante devant l'ambassade des États-Unis à Kinshasa il y a quelque temps. Ils ont reconnu la responsabilité du Rwanda derrière le principal mouvement rebelle qui crée la panique et la zizanie à l'est de la RDC, le M23 donc. Alors, on a évoqué ça, mais je voudrais poser la question directement. Quel est l'intérêt du Rwanda, le Rwanda qui est donc accusé d'entretenir des groupes rebelles et d'ailleurs même de stationner sa propre armée à l'intérieur des frontières de la RDC? Quel est l'intérêt du Rwanda d'avoir cette rébellion dans les terres de ses voisins? Ouais, merci beaucoup pour la question. Vous savez que l'économie du Rwanda se repose d'abord sur ces aides qui viennent de la part de la communauté internationale. Est-ce que vous pouvez vous imaginer un pays qui n'a pas dans son sous-sol le coltan, mais peut être plébiscité comme le grand producteur, le premier producteur mondial du coltan? Alors où est-ce qu'il trouve ces coltans? C'est en RDC. Donc Rwanda tire aussi le ficelle de cette guerre parce qu'ils doivent aussi alimenter leur économie, parce que leur sous-sol jusque-là, jusqu'à preuve du contraire, ils n'ont rien prouvé. Il n'y a rien de coltan, il n'y a pas de tantale, il n'y a rien. Tout ça, ils volent au niveau de la République démocratique du Congo. Et vous savez, pour justifier la présence des troupes rwandaises sur le sol congolais, ils disent qu'ils viennent pour soutenir la population Tutsi. Mais écoutez, il y a des Tutsis congolais.
Si c'est un problème tribal, mais il faut laisser le peuple congolais résoudre ces problèmes entre nous. Parce que vous savez, il n'y a pas seulement un problème communautaire au niveau de la population Tutsi ou Banyamulenge ou Banyarwanda. Non, mais vous avez des problèmes genre, il n'y a pas même 3 mois, il y a des Kassaïens qui ont connu des problèmes avec la population katangaise. Il y a des centaines de tribus et d'ethnies en RDC. Oui, nous avons presque 450 tribus. Mais pourquoi seulement la tribu des Tutsis qui doit poser problème? Pour cela, le Rwanda profite derrière cette alibi pour violer et pour voler encore une fois de plus les minéraux du Congo pour s'en servir dans son économie. Parce que c'est une économie qui n'est pas florissante. Tout ce qu'on vous montre à la télé, visite Rwanda, c'est du mensonge. Ça, c'est du maquillage. Alors qu'à l'interne, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça la vérité. Je voudrais enchaîner avec les enjeux également pour des pays comme les États-Unis, le Canada, la Grande-Bretagne. D'ailleurs, qui a fait une politique récemment d'immigration vers le Rwanda, c'est-à-dire des immigrés qui iraient en Grande-Bretagne d'une manière illégale seraient renvoyés vers le Rwanda. Bon, ça, je n'ai pas vraiment compris pourquoi le Rwanda a accepté. Donc, des pays occidentaux ont des liens importants avec le Rwanda. On parlait tout à l'heure des matières premières. Et récemment, l'Union européenne, les pays de l'Union européenne ont signé un protocole d'accord. C'était en janvier, avec le Rwanda, un protocole d'accord minier. C'est assez surprenant. Alors que, comme on était en train de dire tout à l'heure, le Rwanda n'a pas de richesse minière en tant que telle. Comment est-ce qu'une organisation telle que l'Union européenne, qui se présente comme une organisation qui défend les droits de l'homme, qui a quand même de très grands experts dans tous les domaines, qui a du renseignement de très haut niveau, comment est-ce que l'Union européenne peut arriver à signer un tel partenariat, sachant très bien que le Rwanda, en réalité, tire ses matières premières au Congo? Pourquoi ne pas signer directement ce type de partenariat avec le Congo? Il n'y a pas longtemps, vous avez vu que le président Poutine est sous mandat d'arrêt international. Donc, n'importe quel parti qu'il va piétiner, qui est sous le contrôle de la communauté internationale, sera arrêté. Donc, c'est parce qu'ils ont prouvé dès le départ que c'est lui qui attaque l'Ukraine. Alors, c'est ça le cas avec le Rwanda. Ils ont des rapports qui ont été rédigés par les experts des Nations Unies qui prouvent la présence des troupes rwandaises sur notre sol et qui prouvent réellement le soutien du président Kagame à cette rébellion des M23. Et pourquoi aller signer des contrats avec lui sur des minerais stratégiques qu'il ne possède pas sous son sous-sol? C'est pour dire tout simplement que les enjeux sont énormes. Il y a des enjeux stratégiques. Par exemple, je peux vous le dire aujourd'hui que la plus grande mission onusienne se trouve en RDC. Et derrière ça, il y a tout ce qu'il y a comme budget, tout ce qu'il y a comme appui, tout ce qu'il y a comme contribution de ce pays. C'est un enjeu. Il y a aussi d'autres enjeux économiques. Et vous savez que tout ce qu'il y a comme extraction de nos minéraux à l'est de la République démocratique du Congo, ça échappe du contrôle du pays. Donc, ce qui veut dire que tout simplement, ils veulent nous mettre dans une situation de dépendance. Parce que vous pouvez vous imaginer que la RDC, c'est le pays le plus riche au monde, mais il est parmi les plus pauvres du monde. Ça, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas. Ça, c'est ces contrastes qu'on ne parvient pas à comprendre. Alors, c'est pourquoi ils veulent toujours que ce pays soit à genoux pour qu'il nous apporte de l'aide hypocrite pour soutenir le déplacé de guerre, pour qu'il nous apporte à manger, alors que de l'autre côté, il y a ces grandes entreprises. Et vous savez que vers le 19e siècle, le Congo a été toujours utilisé comme étant le pays qui a donné solution, qui a fourni du caoutchouc à l'industrie aéronautique pour tout ce que vous avez vu qui a révolutionné cette industrie. Et quel a été le prix qu'a payé les Congolais? Nous avons nos ancêtres qu'on a coupé le bras. Ils sont là aujourd'hui. Et ce sont des histoires que cette communauté internationale n'a jamais réparées. Si je parle de la Belgique, ils n'ont jamais réparé cela. Et aujourd'hui, tout ce que nous avons, les voitures Tesla, les smartphones, d'où vient cette matière première? C'est une matière première du sang. Et qu'est-ce que nous payons? Nous payons déjà plus de 15 millions de morts à cause de cette guerre. Nous avons des déplacés de guerre. Et ils ont implanté beaucoup d'ONG dans cette partie de la République. Et ces zones jeunes, c'est juste pour générer des ressources qui viennent de leur part. Et vous savez qu'en termes de coopération entre États, en termes de coopération multilatérale, il n'y a que des intérêts. Il n'y a rien qui se donne gratuitement. Donc, c'est un enjeu économique de grande taille pour eux. C'est pour cela qu'ils veulent maintenir cette situation chaotique pour que les Congos soient à genoux, qu'on puisse dépendre d'eux. Donc, c'est ça le grand enjeu qu'ils ont dans cette partie. Tout ça, que balula malala la kakayo alukinga maganga yebitena komani say you know my name ay don't know how to stop I'm doing everything I do really
I'm just winning, I don't need a show or two. Used to wanna prove him something, got me on the low. Oh, she want me out, I ain't gon' socialize with you. Talking a little mix up with you. See, our energies don't match. If you talking about some cash, trust me, I'ma do the rest. Make money, friends, treat my shit like a business. Thinking about them bands, I be shaking up my ass. Hey, back to the low. Those are guys, tell me what you waiting for. Hope on the train. Boy musala so chica na sala. La pesi penyosa na pesi mutema. Na baby si angona nyoko benga. Isoke moninga kanka manga. Ikima pembango. Na machiri kola na Kilimanjaro. Ngoma bakoko. Yo lingi yeah. Alingi mbango na yo. Somba ye mutuka. Mema ye na poto. Mwasi ya chiki yo. Atu moto mosusu. China china te. Lela mwali kosi. Mamuke balola malama. Bakayo looking at my tango. Yebiten na kumoni saye. You know my name, ya kumboye mabe. Vous êtes toujours sur la CISM 89.3 FM et vous venez d'écouter la chanson Combo Mabe de La Grâce. Nos deux invités, Aaron, Matala et Christian Lima sur les accents du Sud, où nous parlons depuis un moment déjà de la situation de conflit à l'est de la République démocratique du Congo. Un conflit aux accents très politico-économiques, géopolitiques d'ailleurs. Mais un conflit comme cela, on a déjà dit, n'est pas seulement de la responsabilité des autres. Parce que, effectivement, pour qu'une maison puisse tomber ou bien être menacée de l'extérieur, il faudrait que ses fondations et ses fondements soient déjà fragilisés de l'intérieur. Alors, on sait, c'est-à-dire le président Tshisekedi, ne serait-ce que depuis 2 ans, a décidé de mener vraiment un discours offensif vis-à-vis ou bien contre la présence du Rwanda en RDC. L'ancien gouvernement, à la limite, niait déjà même, c'est-à-dire l'ancien gouvernement congolais niait parfois l'évidence qui était prouvée par les Nations Unies par ailleurs, ce qui posait d'ailleurs d'importantes questions sur la validité et la crédibilité du président d'alors, le président Kabila fils, Joseph. Alors, quelle est la profondeur avec laquelle, là je pose la question à Aaron, quelle est la profondeur avec laquelle les Congolais participent eux-mêmes à brader les intérêts du pays? Merci beaucoup pour cette question. J'aimerais vous dire tout simplement que dans tous les pays du monde, en matière de sécurité, quand on parle de la sécurité d'un pays, on va d'abord les forces armées de ce pays-là. Et nous, les forces armées de la République démocratique du Congo souffrent d'un très grand problème qu'on appelle infiltration. Et vous savez, à l'époque de l'ancien régime, disons là, le régime du président Kabila, dont les origines sont un peu compliquées, je ne vais pas entrer dans ce débat-là, mais il a favorisé quelque chose qui a mis notre mère par terre. Vous savez, quand il y a eu ces régimes, ou soit ces attaques du M23, et ils ont signé des accords. Des accords. Et ces accords donnaient lieu à ce qu'on appelle la réinsertion des éléments de cette rébellion dans l'armée congolaise. Et aujourd'hui, nous avons des éléments qui ne sont pas congolaises, et qui ne sont pas congolais, j'allais dire, et qui sont là, qui ont été infiltrés, par ces régimes. Et ils sont là aujourd'hui. Comment pouvez-vous attaquer le rebelle tout en ayant d'autres rebelles à l'interne? Aujourd'hui, je peux vous donner un exemple. Vous savez que la cité de Bunagana est sous le contrôle du M23. Mais le M23 n'a pas conquis cette cité en faisant la guerre. C'était le repli stratégique, parce qu'il y a quand même de l'ordre qui est venu de Kinshasa pour demander aux militaires de replier. Alors vous savez qu'il y a beaucoup de nos concitoyens qui sont là comme des infiltrés, parce que la situation que nous vivons aujourd'hui a mis tout le monde par terre. Il y a la faim. Les gens qui vivent dans cette partie de l'Est du pays, pour eux, n'ont pas d'avenir. L'avenir a été déjà apporté par la guerre. Vous pouvez vous réveiller le matin, on vous dit, mais les voisins sont partis, donc c'est quasi normal. On s'est dit, bon, c'est ce qu'ils vivent. Alors, ce sont des gens qui sont vraiment hostiles à la corruption. Ils sont là, hostiles à tout ce qui peut venir, parce qu'il n'a plus d'avenir. Donc, ils nous ont mis dans cette situation juste pour faciliter l'infiltration. Quelqu'un qui a perdu sa famille, qui a perdu tous ses parents, il est là seul. Et vous lui présentez $100 ou soit $500, parce que la corruption en question, ce n'est pas des millions, ce sont des miettes. On lui présente ça pour lui dire, écoute, donne-nous cette information. Alors, il livre l'information. Donc, c'est un plan
qui a été préparé depuis des années et aujourd'hui, ça donne ses fruits. Alors, vous savez, ces brassages avec les rébellions, tous ces groupes armés, aujourd'hui, nous avons plus de 200 généraux dont l'origine, la nationalité sont douteuses. Donc, ce sont ces gens-là qui sont utilisés par ces régimes, les régimes de Paul Kagame, pour fournir des informations, pour mettre notre armée par terre. Vous vous imaginez l'armée qui est au front, ils attendent le ravitaillement et le ravitaillement est dévié. L'armée est au front, ils ont laissé leur famille, mais leur salaire est dévié. Est-ce que vous vous imaginez qu'on pourra gagner cette guerre un jour? Mais la responsabilité, je me tourne vers Christian, la responsabilité aussi pèse sur la société civile, la société politique, à côté de ce qui se passe dans l'armée, effectivement, parce que aussi, pendant un moment, on n'a pas beaucoup entendu la classe politique congolaise se prononcer là-dessus. On a eu des personnes, je ne veux pas citer de nom là, mais on a eu des personnes qui se revendiquaient comme les représentants de l'Est, des personnes qui, à l'intérieur du gouvernement, auprès du président, même le président Tshisekedi, au niveau de l'Assemblée nationale, avant, qui vendaient l'idée que c'est eux qui parlent au nom de l'Est. Mais on a rarement vu un certain niveau de leadership sur cette question particulière de la dénonciation de ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Pourquoi? Moi, je dirais l'ancien président Kabila, on en parlait à plusieurs fois devant le Conseil de sécurité. Et puis l'opposition dans le passé aussi, on en parlait à plusieurs fois. Donc, toutes les démarches ont été faites. Vous voyez? Moi, je dirais, le problème, c'est nous, les Congolais, nous avons notre part à jouer, nous avons un rôle à jouer. Mais aussi, la communauté internationale ou les Nations Unies, en fait. Vous voyez? Je vous donne l'exemple. Et un pays comme le Rwanda, un tout petit pays comme le Rwanda, et un pays comme le Congo. Vous voyez, le Congo, c'est un grand pays. On a quand même beaucoup de population. On a aussi pas mal de moyens pour acheter les armes. Et actuellement, dans jadis, on avait l'embargo. Et d'ailleurs, jusqu'à présent, on a l'embargo du Canada. On se pose la question, pourquoi? Pourquoi? Bon, je passe. Et je dirais, le problème, c'est pas seulement... on n'est pas seul à trouver la solution. Mais la solution, je dirais, c'est au niveau international, en fait. Vous voyez? Parce que le Rwanda est financé, à titre d'exemple, il y a des collaborations avec le Rwanda, la France et tout. Vous voyez? On le voit clairement. Et l'Union européenne vient de signer un accord avec le Rwanda en ce qui concerne le minerai et tout. Qu'est-ce que le Rwanda a comme minerai? Qu'est-ce que le Rwanda a exactement? Et comment le Rwanda se procure de minerai? C'est à travers de guerres. Du marché noir et tout, et des guerres et... Ils financent des groupes de rébellion pour aller piller au Congo. Pendant qu'il y a des guerres et tout, il y a des femmes qui sont violées, massacrées. Le Rwanda en profite pour piller nos minéraux. Ce qui nous revient à nous, les Congolais. Vous voyez, ce qui nous revient à nous, les Congolais. Je dirais le problème, ce n'est pas seulement le Congo, c'est au niveau international. Entre autres, le Canada, les États-Unis. Vous voyez? Dans tous les cas, merci à vous deux d'être venus dans cette émission Accent du Sud. Je pense que on va continuer à monitorer cette situation et continuer à en parler parce que dans tous les cas, c'est ce que nous pouvons faire en adressant évidemment beaucoup de notre soutien à ce peuple de la République démocratique du Congo et au peuple rwandais également qui souffre de cette situation parce que on nous a quasiment enjoint en 2022 de soutenir et de nous prononcer sur la situation en Ukraine. C'était quasiment devenu une affaire de est-ce que tu es pour ou bien est-ce que tu es contre. Donc sur la situation à RDC, on ne peut pas rester sans s'engager un minimum. Et donc cette situation est à proprement parler pour un jeune Africain, pour un Africain qui vient l'an 2024, à proprement parler inacceptable. Et je tenais vraiment à pouvoir exprimer cette opinion également et permettre aussi aux gens de connaître, ne serait-ce qu'un tout petit peu à travers cette émission d'Accent du Sud, la situation telle qu'elle se passe en République démocratique du Congo. J'en profite pour ajouter que les statistiques qu'on vous donne ne sont pas des statistiques, c'est-à-dire que c'est des vraies personnes avec des vraies vies,
avec de vraies identités. On n'est pas là simplement pour rappeler qu'il y a des numéros qui montent tout le temps. Ce n'est pas le loto, ce sont des véritables personnes. Donc quand on est en train de discuter de ce genre de problématiques, certes, il y a énormément de composantes, il y a énormément de facteurs, mais avant tout, il faut prendre en compte que ce sont des personnes qui pourraient être vous, qui pourraient être moi, qui pourraient être n'importe où dans le monde. Malheureusement, c'est tombé sur le Congo, mais il ne faut pas oublier que ces personnes-là ont des vies et des identités. Merci beaucoup, Carmen, pour cette précision. Merci, Aaron, d'être venu. Et merci, Christian, d'être venu. C'est à moi de vous remercier. Et merci à vous, chers auditeurs, d'être toujours fidèles aux accents du Sud. Carmen, merci. Merci tout le monde. Les programmes se poursuivent sur la CISM. Retrouvons-nous la semaine prochaine lorsqu'il sera mardi midi. Au revoir.